Salut à tous. Nous avons vu tellement de nouvelles cette semaine, Trump qui lance l'opération Freedom, puis qui abandonne cette idée 24 heures plus tard, et maintenant un possible accord de paix qui, remarquablement, ressemble beaucoup à l'accord d'Obama, le même accord que Trump avait autrefois décrit comme le pire accord jamais conclu. Nous voici à la 10 semaines du conflit avec l'Iran, et la situation devient de jour en jour plus confuse, plus dangereuse et plus incohérente. Dans l'univers Trump, même un virage à 180 degrés peut être poli jusqu'à ressembler à un tour de victoire, pourvu que les lumières du podium soient assez fortes. Suivre l'administration, ou franchement suivre n'importe quoi à Washington en ce moment, donne l'impression de regarder un drame d'adolescent dans une école secondaire. Les gens partent dans toutes les directions de façon désordonnée. Il devient difficile de distinguer la vérité du mensonge, la fiction de la réalité. En fait, je ne suis même pas certain qu'il soit encore capable de le faire à la Maison-Blanche. Le président Trump a tellement souvent induit tout le monde en erreur sur ce qui se passe réellement que la tentation est presque d'ignorer tout ce qui sort de la Maison-Blanche. Mais on ne peut pas faire cela, parce que les conséquences sont trop graves. Il faut quand même écouter ces absurdités, les décoder et les comprendre. Apparemment, la confusion devient une stratégie lorsqu'elle est répétée assez fort en conférence de presse. Je pense que nous sommes à la veille d'une autre série d'attaques, ou plus précisément du début d'une nouvelle offensive aérienne et balistique. La meilleure façon de résumer la situation est celle-ci. Le président Trump est monté dans l'ascenseur express vers l'enfer et il emmène avec lui tous ceux qu'il peut. C'est ainsi que je vois les choses, parce que je ne vois aucune preuve que ce qui est maintenant planifié produira un résultat différent de ce que nous avons déjà vu. À première vue, il semble que les États-Unis aient rassemblé cette fois plus de puissance de feu qu'ils n'en avaient la dernière fois. C'est particulièrement vrai pour l'armée de l'air, avec des bombardiers maintenant à proximité immédiate du théâtre d'opération, ou déjà dans le théâtre, ainsi qu'un grand nombre de munitions sophistiquées, peut être même davantage que celles qui avaient été lancées auparavant. Cela comprend des choses comme le Joint Air-to-Surface Standoff Missile, le JASSM. La dernière fois, je crois que environ 1 millier de ces missiles ont été lancés. Cette fois, je pense que le nombre sera au moins aussi élevé. Le problème, c'est que rien de tout cela ne change fondamentalement la position ou les capacités de l'adversaire. J'entends dire que un document serait en discussion, puis dans les 24 heures, il apparaît que c'est complètement faux. Ensuite, une autre version apparaît, laissant entendre que ce n'est être pas entièrement faux et qu'il pourrait y avoir une certaine ouverture après tout. Et la solution supposée commence à ressembler beaucoup à la solution d'Obama il y a plusieurs années. Quand le pire accord jamais conclu revient discrètement avec un autocollant Trump, la salle de communication découvre soudain les nuances. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais ce que je sais, c'est qu'une énorme quantité de puissance aérienne et navale a été déployée dans la région. On ne fait pas cela pour le spectacle. Et cela ne va pas intimider les Iraniens. Il se trouve dans ce qui est essentiellement l'équivalent géographique d'une immense forteresse entourée de montagnes et au sud de déserts brutaux, parmi les endroits les plus chauds de la planète. Je ne vois rien que les États-Unis puissent faire qui modifiera fondamentalement leur position. Au contraire, je pense que les Iraniens seront plus forts cette fois qu'ils n'étaient la dernière fois. Ils auront probablement une défense aérienne, ainsi qu'une défense aérienne et antimissile plus efficace. Ils ont reçu une aide considérable des Chinois. Ils continuent de bénéficier d'un énorme soutien en matière de renseignement de la part de la Russie et de la Chine. Plus important encore, ils semblent maintenant engagés dans une alliance pleinement constituée avec la Russie et la Chine. Je ne connais pas le contenu de la récente discussion entre le président Trump et le président Poutine, mais Trump est resté en ligne avec Poutine pendant 90 minutes à 2 heures. Le compte-rendu russe laisse entendre que Poutine a été très direct. Ne faites pas cela, parce que cela pourrait produire quelque chose de bien pire que ce qui a déjà été vécu. Il est tentant d'y lire beaucoup de choses, mais le point principal semble clair. Poutine désignait le train express vers l'enfer et avertissait que cette voie n'aiderait pas. Elle aggravera la situation dans le monde et elle aggravera la situation pour les États-Unis. Voilà où nous en sommes maintenant.
et ce n'est pas une bonne situation. Au cours du dernier mois, l'Iran semble s'être préparé à cette prochaine escalade, peut être même plus intensément que les États-Unis. Au début du conflit, un grand nombre de missiles iraniens étaient tirés vers Israël avec des explosions quotidiennes et des frappes répétées. Les dernières semaines ont été relativement calmes sur le plan des combats, mais pendant que les États-Unis accumulaient des moyens militaires, l'Iran a presque certainement fait la même chose à sa manière. Les Iraniens ont passé au moins 20 ans, et selon certains 30 ans, à construire la force dont ils disposent aujourd'hui. Ils ont construit des installations souterraines, ils ont intégré des capacités dans les montagnes. Ils se sont préparés à la possibilité d'une guerre avec les États-Unis parce qu'ils ont toujours considéré cette possibilité comme suffisamment inévitable pour devoir s'y préparer. L'Iran a toujours eu confiance dans sa capacité à survivre à une guerre avec Israël et, plus important encore, à infliger des dégâts à Israël. Mais l'Iran a aussi réellement craint et respecté la capacité militaire américaine. Cette préparation a maintenant été renforcée et améliorée. Si l'on compare la performance de l'Iran pendant la guerre de 12 jours, il y a plusieurs mois, avec sa performance plus récente, les Iraniens sont devenus infiniment plus capables et plus meurtriers dans la dernière phase. Cette fois, quelque chose de similaire est probable. Tout comme le président Trump affirme qu'il déploie dans le théâtre d'opération le système de missiles hypersoniques sol-sol de l'armée de terre, l'Iran révélera probablement de nouvelles choses de son côté, grâce, dans une certaine mesure, à la Chine. Les Chinois ont effectué un nombre inconnu de rotations aériennes vers Téhéran, livrant de la technologie de missiles et de l'assistance technique. De nombreux personnels chinois sont sur le terrain, particulièrement dans le secteur des missiles, et aussi dans une certaine mesure dans la production de systèmes sans pilote. Les Russes ont également été fortement impliqués en essayant d'aider et de soutenir les défenses aériennes intégrées, même si ces défenses n'ont pas fonctionné aussi bien qu'elles auraient dû jusqu'à présent. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Russes ont fait de grands efforts pour envoyer autant d'aide humanitaire que possible aux Iraniens. Lorsque le président Trump et son groupe de collaborateurs et de partisans disent que l'Iran est dans un état terrible, que sa monnaie est détruite, et ainsi de suite, ils n'ont pas tort. Mais les Iraniens sont préparés à ce genre de dégâts. Ils l'avaient anticipé, ils ont évacué tous leurs bâtiments clés. Peu importe ce qui est dit publiquement, je n'ai aucun doute que l'Iran anticipe un scénario du pire et s'y prépare. Le scénario pro-Trump appelle cela la pression maximale, même si cela ressemble souvent à une surprise maximale devant le fait que d'autres pays peuvent aussi planifier à l'avance. Une chose qui pourrait se produire cette fois, et qui ne s'est pas produite la dernière fois, c'est l'utilisation d'une certaine puissance terrestre. Les États-Unis disposent de plusieurs milliers de soldats aéroportés, de parachutistes et de marines qui pourraient être impliqués dans la prise d'une île, ou peut être dans une attaque contre un endroit comme Bandar Abbas, ne serait-ce que pour mener un raid et démontrer une capacité. Ces choses sont possibles. Ce qui ne se produira pas, c'est que la marine américaine traverse ce détroit pour défier directement les Iraniens, parce qu'ils savent qu'ils finiraient au fond de l'eau, ou du moins en décoration au fond du golfe Persique. Cela ne va pas se produire. Mais les marines et les parachutistes pourraient être utilisés d'une certaine manière. Je pense que ce serait une idée tout aussi mauvaise, mais c'est possible. Le monde entier aimerait que quelque chose d'autre se produise, la paix. Si l'on écoute les gens du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, au Bahreïn, au Koweït et ailleurs, le message est clair. Les dégâts sont déjà horribles. Si des dégâts encore plus graves sont subis à partir de maintenant, il faudra peu être une décennie ou davantage pour s'en remettre. Il n'y a aucune bonne nouvelle économique pour le monde, et je dirais aucune non plus pour les États-Unis, dans tout cela. Mais cela ne semble pas décourager le président Trump. La paix peut être populaire à l'échelle mondiale, mais elle bénéficie rarement de la même mise en scène théâtrale qu'un nouveau slogan musclé. L'opération Freedom est un bon exemple de cette incohérence. Le président Trump a annoncé que les États-Unis allaient escorter personnellement des navires dans le détroit d'Ormuz. Cela visait probablement surtout à calmer les marchés pétroliers. Puis,
En moins de 24 heures, il a été annoncé que la marine n'escorterait pas réellement les navires, mais fournirait plutôt des signaux GPS. Dans cette même période de 24 heures, Trump a aussi dit que la campagne serait mise en pause. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de stratégie viable ou cohérente pour cette campagne. J'ai examiné la situation avec frustration, en essayant de trouver une structure claire indiquant un objectif, une méthode et un état final. Quelque chose qui dirait clairement que l'objectif est X. Au départ, l'objectif semblait être de bombarder en soutien à des milliers de personnes censées se soulever contre le gouvernement iranien. Pour penser en ces termes, il fallait écouter les Israéliens. Et les Israéliens, bien sûr, sont des menteurs prodigues dans ce genre d'affaires. Ils ont créé l'illusion, je crois, dans l'esprit du président Trump et dans l'esprit d'autres personnes aux États-Unis, qu'il y avait des millions d'Iraniens qui n'attendaient que l'occasion de sortir des couteaux et des pelles pour s'en prendre au mollah. C'était pas vrai, cela n'a jamais vraiment été vrai. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucune opposition à l'intérieur de l'Iran. Bien sûr qu'il y en a une. Mais cette opposition n'était pas ce qu'on prétendait. L'affirmation n'était pas que 30 000 personnes avaient été tuées. Le chiffre, tel que je le comprends, était plus proche de 3 400, dont 400 policiers. Et comment ces 400 policiers ont-ils été tués alors qu'ils tentaient de gérer les manifestations ? Le Mossad et la CIA ont introduit clandestinement des armes dans le pays, les ont distribuées, et une partie des tirs a effectivement été dirigée. C'était donc pas un soulèvement spontané à Téhéran, c'était très clairement quelque chose d'instigué par des forces extérieures. On a dit au président Trump que cela fonctionnerait. Cela n'avait aucune chance de fonctionner. Pourtant, il était prêt à lancer des frappes à ce moment-là parce qu'il était convaincu que cela pouvait réussir. Cela n'a pas réussi. L'objectif a donc changé pour devenir la décapitation. Un changement de régime par le sommet. Une fois encore, les Israéliens ont promis que si certaines personnes étaient tuées, tout le système s'effondrerait. Cette hypothèse venait de la position israélienne selon laquelle l'Iran ressemblait beaucoup aux États arabes, des constructions artificielles apparues après la Première Guerre mondiale, un peu comme Israël lui-même. Le briefing devait sembler excellent, surtout si personne dans la pièce n'avait apporté un livre d'histoire. Mais l'Iran n'est pas cela. L'Iran est un État civilisationnel. Il existe depuis plus de 2000 ans, et la population le ressent profondément. L'idée qu'il s'effondrerait comme une construction artificielle était absolument fausse. Cette approche a échoué, mais des bombardements ont été menés pour l'atteindre. Quand il est devenu clair que la décapitation ne fonctionnerait pas, d'autres cibles ont été choisies. La méthode est passée de la décapitation à une destruction généralisée visant la désintégration de l'État iranien. Cela aussi a échoué. Les munitions sophistiquées ont été épuisées, les stocks pour tout le reste étaient bas, un cessez-le-feu a donc été déclaré. Une fois encore, tout le monde a menti en disant que l'Iran le réclamait, que l'Iran était à genoux et en avait besoin. C'était pas vraiment vrai. Dans la version favorable à Trump, manquer d'options peut toujours être nommé mission accomplie, phase 1. C'est pas une menace existentielle pour les États-Unis. La guerre n'est pas menée contre un ennemi qui pourrait un jour menacer l'Amérique de destruction. Quels que soient les différends avec l'Iran, ils ne justifiaient pas une guerre, contrairement à ce que certaines personnes aux États-Unis veulent croire. Elles veulent croire que les Iraniens complotent depuis toujours la mort de milliers d'Américains. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ce que l'Iran a fait pendant l'occupation américaine de l'Irak est quelque chose que les États-Unis eux-mêmes ont déjà fait par le passé. Lorsque les Français étaient au Mexique, les États-Unis ont aidé la résistance contre les Français. Parce que lorsqu'une puissance étrangère s'installe dans un pays voisin et représente une menace, on soutient les forces locales qui veulent se rebeller et expulser cette puissance. C'est essentiellement ce que les Iraniens ont fait. Ils n'ont pas fabriqué tous les engins explosifs improvisés, ils ont montré à certaines personnes comment le faire, puis des gens à l'intérieur de l'Irak ont fabriqué ces engins. Ils sont aussi venus en aide aux Américains de façon que personne ne prend la peine de mentionner. Le général Soleimani, que les États-Unis ont pris la peine d'assassiner,
a joué un rôle déterminant dans l'instauration de la paix avec la communauté chiite du sud de l'Irak et dans l'éloignement d'un mollah qui avait été une épine dans le pied de tout le monde en le plaçant, entre guillemets, pour étudier la théologie. Cela n'a pas produit à lui seul le succès du Surge, mais cela en a constitué une partie importante, avec l'argent distribué à des figures clés en Irak et le travail accompli Pogonani dans le sud de l'Irak. Le fait est que ces choses sont ignorées. La guerre entre l'Irak et l'Iran est également complètement ignorée. L'Iran a perdu plus de 800 000 morts, presque 1 million. Et cela n'a pas brisé l'Iran. Qu'attendons exactement maintenant? L'impossible, apparemment. Je pense donc que les États-Unis vont y retourner, et cette fois, l'objectif sera de détruire l'État iranien, de provoquer l'effondrement de sa société, de ruiner son économie et de causer un maximum de dégâts. Cela signifie que tout est permis. Les listes de cibles comprendront tout ce qui pourrait être relié, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, au potentiel militaire. Cela veut dire, en pratique, tout et n'importe quoi, des usines qui fabriquent des jouets, des usines qui fabriquent presque n'importe quoi, c'est ce qui arrive dans les campagnes aériennes et balistiques. En même temps, des troupes au sol pourraient être utilisées pour créer l'illusion du succès. L'affirmation sera qu'une île à l'intérieur du Golfe a été contrôlée. Mais je pense que beaucoup de gens seront perdus inutilement parce que contrôler 2 petites îles, ce qui avait peu être de l'importance il y a 100 ans, ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, de telles positions n'ont aucune profondeur. On ne peut y protéger personne. Pendant ce temps, le tableau mondial est effroyable. J'ai regardé la situation en Inde parce que je voulais savoir combien il coûtait un baril de pétrole. Il est à 118 $ le baril et continue de monter pour ce qui est du carburant d'aviation, du diesel et d'autres distillats. Le monde est en grande difficulté. Les États-Unis aussi. L'Amérique va manquer de diesel avant de manquer d'essence. Même si les États-Unis sont en meilleure posture et continuent de parler de leur soi-disant indépendance énergétique, la vérité est que les réservoirs de stockage ne sont pas vides, mais qui sont bien en dessous du niveau où ils devraient être au début de l'été. Il ne faudra pas très longtemps pour épuiser ce qui est gardé en réserve. Cela va contrarier beaucoup de gens. Tout le monde oublie que les camions roulent au diesel. Les camions livrent tout. Les compagnies aériennes s'effondrent et il y aura des milliers de vols annulés jour après jour, semaine après semaine. Voilà la partie gênante que le slogan a oubliée. Le diesel ne fonctionne pas aux applaudissements. Certains peuvent voir cela comme un inconvénient temporaire, un coût modeste pour détruire l'Iran avant qu'il n'obtienne une arme nucléaire et ne menace le monde entier. Mais c'est absurde. L'Iran n'a jamais vraiment voulu une arme nucléaire. Et je ne suis pas certain qu'il en veuille vraiment une maintenant, même si je soupçonne qu'il en construira une à ce stade, comme beaucoup d'autres, parce que c'est ainsi qu'on tient les États-Unis et Israël à distance. L'impact plus large est ce que presque personne ne semble comprendre. Regardez la Chine. Pékin et Moscou ont tous deux conclu qu'ils ne peuvent pas permettre à l'Iran de sombrer parce qu'il leur est parfaitement évident que des dirigeants dangereux et déséquilibrés en Occident, particulièrement à Washington, voudraient ensuite s'en prendre à eux. Ils doivent donc faire front avec l'Iran. On parlait autrefois d'une sorte de pivot des BRICS, une alliance entre la Russie, l'Inde et la Chine. Je pense que cela a changé. C'est maintenant la Russie, l'Iran et la Chine. L'Iran est un État de première ligne, directement dans la ligne de mire des forces américaines et israéliennes, tout comme les forces européennes et américaines maintiennent la Russie dans la ligne de mire. Le président Trump veut aller à Pékin. Qui trouvera-t-il? Je pense qu'il y trouvera beaucoup de gens extrêmement en colère et mécontents de tout ce qu'il a fait. S'il s'attend à ce que le président Xi se conforme aux demandes qu'il formulera, il se trompe complètement. Pékin a annoncé que les entreprises chinoises ne respecteront pas les sanctions américaines visant leurs raffineries, particulièrement celles liées au commerce du pétrole iranien, y compris la grande société Angli Petrochemical. C'est un tournant majeur dans les relations entre Pékin et Washington. Aussi agaçant et irritant que les tarifs douaniers aient été, les Chinois avaient été disposés à s'accommoder des États-Unis sur de nombreuses questions de commerce, d'échange et de tarifs. C'est terminé.
La Chine resserre son emprise sur le commerce avec les États-Unis. Elle élargit les contrôles à l'exportation sur les minéraux critiques. Elle renforce ses propres chaînes d'approvisionnement et sa capacité à façonner ses relations avec le reste du monde. Elle réduit progressivement ses investissements aux États-Unis, vend les bons du Trésor américain et la dette américaine, réoriente ses réserves vers des actifs plus solides, particulièrement l'or, et réduit sa dépendance au commerce américain. C'est très dangereux parce que les États-Unis importent énormément de Chine. Cela ne fera être pas une grande différence sur le plan militaire à certains égards, mais cela fera certainement une différence pour le consommateur américain. La croyance fondamentale du président Trump dans l'utilité de la force militaire américaine et du pouvoir américain pour façonner la politique étrangère a été un désastre. Avant d'aller à Pékin, la seule chose qu'il doit apprendre est quelque chose qu'il ne peut pas apprendre. Une certaine mesure d'humilité. Les États-Unis ont réellement besoin de l'aide chinoise. Ils doivent démilitariser leurs relations avec la Chine et le reste de l'Asie. L'Asie en a assez des États-Unis et en est fatiguée. Beaucoup de pays asiatiques préféreraient simplement faire des affaires sans l'Amérique. Ce serait une catastrophe. L'humilité, malheureusement, est difficile à importer quand les droits de dos. Le problème est de savoir comment amener le président Trump à ce point. Trump me rappelle franchement Winston Churchill. Churchill avait de nombreuses qualités, mais aussi certains défauts très importants. Il n'aimait pas les faits lorsqu'ils allaient à l'encontre de son point de vue ou contredisaient ses positions et ses politiques. Il refusait simplement de les accepter. Le meilleur exemple est Mountbatten, qui est allé en Inde pour gérer l'indépendance de l'Inde par rapport au contrôle impérial britannique. Il a finalement fait un assez bon travail, même si c'était pas parfait. Quand il est revenu en Grande-Bretagne, Churchill était furieux. Il ne voulait même pas lui parler ni le rencontrer. C'est très trumpien. Pourtant, la liquidation de l'Empire britannique était une nécessité absolue parce que la Grande-Bretagne était ruinée. Son ratio dette-PIB était de 240%. Elle ne pouvait pas financer les soins de santé de sa propre population. Le président Trump ne semble pas considérer tous ces facteurs ni leur donner le poids qu'ils méritent. Ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis est, au bout du compte, beaucoup plus important que tout ce qui se passe à l'étranger. Lorsqu'il dit que l'Amérique ne dépend pas du Golfe Persique, il a raison. Mais cela soulève la question évidente. Alors, que fait-il là-bas ? La réponse est claire. Il mène une guerre pour Israël. Et c'est un désastre. Le rôle de la Chine est maintenant central. Pékin a essentiellement dit à Washington qu'il n'allait pas écouter les exigences ou les sanctions américaines. Si Washington ne veut pas que la Chine importe du pétrole iranien, la Chine fera quand même ce qu'elle doit faire. C'est un geste très important de la part de la Chine, un acte clair d'affirmation sur la scène mondiale, et cela montre que la Chine a beaucoup plus de pouvoir que Washington ne semble prêt à l'admettre. Elle ne va pas simplement accepter les menaces de Donald Trump. Les menaces sonnent moins impressionnantes lorsque l'autre camp possède la chaîne d'approvisionnement du microphone. Cela devrait démontrer quelque chose au président Trump et à Washington, même si je ne suis pas certain que ce sera le cas. Je l'espère, parce que la Chine devient rapidement la puissance dominante. Et comment la Chine est-elle devenue la puissance dominante ? Pas en intervenant dans les pays des autres, en bloquant les ports des autres ou en détruisant les chaînes d'approvisionnement dans les régions des autres. Elle est devenue dominante en se concentrant presque exclusivement sur le commerce et en bâtissant sa propre prospérité. Les États-Unis ne semblent pas comprendre que c'est exactement ce qu'ils ont fait avant de s'impliquer dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont évité les conflits inutiles et ont construit leurs propres forces et leurs propres infrastructures. Aujourd'hui, les gens vont en Chine et sont stupéfaits de voir à quel point tout semble brillant. Mais c'est ce que les gens disaient autrefois des États-Unis. L'Amérique a jeté une grande partie de cela par-dessus bord et il ne semble pas y avoir de fin à cette trajectoire pour l'instant. C'est presque comme si les États-Unis avaient décidé de devenir entièrement dépendants de l'intimidation pour parvenir à des accords avec les autres. C'est catastrophique. Pékin voit maintenant Washington s'engager dans une série de politiques suicidaires. La politique suicidaire la plus grave jusqu'ici est cette guerre menée au nom d'Israël. Ce n'est pas seulement une guerre contre l'Iran, mais effectivement une guerre contre toute personne qu'Israël n'aime pas,
parce qu'Israël passe beaucoup de temps à tuer ses voisins immédiats. Les États-Unis ont déchargé Israël du fardeau de traiter directement avec l'Iran, permettant à Israël de se concentrer sur d'autres qu'il n'aime pas et qu'il veut massacrer ou expulser, les gens de Gaza, les gens de Cisjordanie, les gens du sud du Liban, et ce n'est absolument pas la fin. L'écusson du Grand Israël indique qu'ils veulent tout ce qui se trouve en Jordanie, le Sinaï et un territoire allant jusqu'au Nil. Ce que l'on ne voit pas assez clairement, c'est le rôle des Turcs et des Égyptiens en marge de cette crise. Leurs populations veulent détruire Israël. Leurs dirigeants sont beaucoup plus circonspects et ont fait preuve d'une grande retenue. Mais combien de temps cette retenue continuera-t-elle ? Une fois que cette affaire dans le Golfe se terminera avec l'Iran, que cela se termine dans un fracas ou dans un murmure, qui croit vraiment qu'Israël restera simplement Israël comme avant ? Qui pense que tout le monde dira que tout est merveilleux et reviendra à la normale ? Voilà le véritable message que l'Iran envoie à tout le monde. La normalité est terminée, le statu quo est terminé, les Arabes le disent aussi, il n'y a plus de Sykes-Picot, c'est mort. Et Sykes-Picot a joué un rôle déterminant dans la création d'Israël. Il est incompréhensible que personne à Washington ne soit capable de voir plus loin que le bout de son nez. Tout le monde se concentre sur la question de savoir si les bonnes cibles sont frappées. Ils n'ont pas compris que le nombre de cibles frappées n'a aucune importance. Ces gens ne vont pas abandonner. Et pourquoi le feraient-ils ? C'est leur pays. Mais dans le théâtre washingtonien, ajouter plus de cibles est souvent traité comme un substitut à la compréhension de la première. Les Iraniens ont également publié un ensemble de règlements décrivant l'avenir du détroit d'Ormuz. Ils parlent d'une nouvelle autorité pour le détroit, qu'ils voient d'abord comme la leur, mais ils disent aussi que cela doit devenir international. D'autres acteurs de la région et d'autres grandes puissances devront être impliqués. C'est très intelligent et absolument juste. Une nouvelle autorité est nécessaire pour encadrer la manière dont cela sera géré. Quelque chose de similaire est apparu après la Première Guerre mondiale en 1926 avec la Convention de Montreux. Elle disait essentiellement aux Turcs « Vous avez perdu la guerre, mais vous contrôlez le détroit. Voici les façons dont nous voulons que vous vous comportiez. Et voici les choses que vous dites vouloir. Acceptez-vous cela ?» Les Turcs ont accepté. Il n'y a pas vraiment eu de problème avec les Turcs au sujet du Bosphore depuis. C'est exactement ce que les Iraniens semblent rechercher maintenant. Mais les États-Unis diront probablement absolument pas, parce que du point de vue du président Trump, cela équivaudrait à une reddition. Le blocage mental demeure, tout doit être décidé par la force américaine, l'intérêt américain et les exigences américaines, même lorsque les États-Unis n'ont pas de véritable intérêt dans le détroit d'Ormuz au-delà du libre accès comme tout le monde, ce qui existait avant la guerre. Les récents commentaires du secrétaire d'État Marco Rubio révèlent clairement le problème. Il s'est essentiellement adressé à la nation et a dit que l'objectif maintenant, dans cette guerre, est d'arriver au point où le détroit d'Ormuz est ouvert, comme il l'était au début de la guerre. C'est une déclaration remarquable. C'est presque l'aveu d'un échec complet, parce que cela signifie que les États-Unis veulent maintenant revenir aux conditions du 27 février, lorsque le détroit d'Ormuz était ouvert. Mais maintenant, l'Iran a proposé un plan disant qu'il y aura une autorité future et une nouvelle manière de gérer le détroit. Ce n'est que dans ce style de politique que revenir au point de départ peut être vendu comme une grande percée stratégique. À l'heure actuelle, dans le monde, tout le monde, sauf les États-Unis, Israël et peu, être les Émirats arabes unis, qui se sont révélés être un soutien duplicite mais constant d'Israël, voient l'Iran comme une figure héroïque sur la scène mondiale parce que l'Iran a tenu tête aux États-Unis et à Israël. C'est la première chose à comprendre. Du point de vue du reste du monde, la déclaration de Rubio suscite le rire pour une raison évidente. Le détroit ouvert, c'est exactement ce qui existait avant que les États-Unis ne fassent la guerre à l'Iran. À l'intérieur des États-Unis, il se peut que cela ne soit pas compris. Beaucoup de gens diront simplement que Rubio a raison. Mais ce que Rubio voulait vraiment dire, c'est que Washington veut que le détroit soit ouvert aux conditions américaines parce que les conditions iraniennes sont inacceptables. Pourtant, l'Iran contrôle la majeure partie du littoral du golfe Persique.
L'Iran a le plus grand intérêt dans ce qui se passe dans le Golfe. Les Iraniens vivent là. Les États-Unis n'y vivent pas. L'Amérique n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc, lorsque Washington dit vouloir revenir à la situation d'avant, il se trompe lui-même et trompe le peuple américain. Le secrétaire Rubio sait qu'il se moque du peuple américain. Le président Trump aussi, et jusqu'ici, ils s'en sont tirés. Je rencontre constamment des gens qui disent que les États-Unis devraient simplement écraser l'Iran. Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils répondent que l'Amérique a des problèmes avec l'Iran depuis des années et qu'elle doit en finir en les écrasant. Ils disent que le président a raison, mais que se passe-t-il si la Russie et la Chine décident qu'écraser l'Iran est inacceptable? Si cela devait arriver, je pense que la Russie et la Chine interviendraient directement et rien ne pourrait les en empêcher. Qu'est-ce qui se dresserait sur leur chemin? La marine et l'armée de l'air américaine. Regardez ce qu'il a fallu simplement pour faire face à l'Iran. La majeure partie de la marine américaine, d'une manière ou d'une autre, a dû détourner son attention, ses ressources et son personnel vers la région du Golfe Persique, la mer d'Arabie et l'océan Indien. Si c'est ce qu'il faut pour faire face à l'Iran, qui dépense environ 1% ou une fraction du pourcentage que les États-Unis consacrent à la défense, alors devoir affronter la Russie et la Chine signifie que l'Amérique est cuite. Les gens ne pensent pas en ces termes. Ils répètent encore que l'Amérique est la plus grande puissance du monde. Cela ressemble à la Grande-Bretagne avant la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques chantaient dans les pubs qu'ils avaient les hommes, les navires et l'argent aussi, et qu'ils pouvaient donc faire tout ce qu'ils voulaient. Une grande partie de ce que l'on appelait la puissance britannique dans l'Empire britannique est morte sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale pour rien, contre des gens qui n'étaient pas les véritables ennemis de la Grande-Bretagne. C'est ce que font les États-Unis maintenant. Les gens qui vivent en Iran ou en Perse ne sont pas par définition des ennemis des États-Unis. La confiance la plus bruyante arrive souvent juste avant la facture, et cette facture arrive avec des porte-avions attachés. La théorie du blocus est un autre exemple de mauvaise analyse. L'économiste du Fonds monétaire international Robin Brooks a soutenu publiquement que le blocus américain avait été un immense succès. Il a même dit que c'est ce qui aurait dû être fait contre la Russie dans la guerre Russie-Ukraine. Sa théorie est que si les États-Unis poursuivent le blocus, ils détruiront l'économie iranienne, forceront les Iraniens à venir supplier à genoux pour obtenir un accord, et que tout ce que Washington a à faire est de continuer. Cette théorie échoue parce qu'elle ignore la géographie. Lorsque les États-Unis ont imposé un blocus à Cuba, ils l'ont appelé une quarantaine, mais c'était effectivement un blocus de façon régulière. 180 navires étaient mobilisés, Cuba était une île, bloquer Cuba était possible. Après la Deuxième Guerre mondiale, certains analystes ont conclu, et l'amiral Nimitz l'a laissé entendre, que les États-Unis n'avaient pas pleinement compris la létalité et la capacité des sous-marins. Si l'Amérique avait eu 200 sous-marins au début de la guerre, elle aurait pu bloquer le Japon et l'affamer jusqu'à la soumission. Le Japon est un ensemble d'îles. C'était tout à fait possible. L'Iran n'est pas une île. C'est la première chose que Robin Brooks doit comprendre. L'Iran a des frontières terrestres avec d'autres pays. Ces pays sont, dans l'ensemble, amicaux envers l'Iran, ou du moins absolument pas hostiles à son égard. Le projet des nouvelles routes de la soie a mis en place des lignes ferroviaires qui descendent jusqu'à Bandar Abbas depuis la Russie et l'Asie centrale, transportant toutes sortes de marchandises et même du carburant. Il existe d'autres routes à travers le Pakistan, directement à travers le Pakistan jusqu'en Chine. Il y a aussi des ports maritimes. Les Chinois ont construit un port sur la côte pakistanaise appelé Gwadar, à seulement 54 000 de la frontière iranienne. Toutes sortes de matériel, y compris de la nourriture et d'autres ressources critiques, peuvent y être débarqués et transportés par camion à travers le Pakistan directement vers l'Iran. Les États-Unis pourraient théoriquement engager la majeure partie de leur armée de l'air pour survoler toute la région 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en essayant de frapper ces endroits et de détruire ces routes. Ils ont déjà engagé la majeure partie de la marine, alors peut-être pourraient-ils aussi engager la majeure partie de l'armée de l'air. Mais je ne pense pas que cela fonctionnerait. Il existe également des routes à travers la Caspienne vers la Russie depuis l'Iran. Et puis il y a la Turquie, le gorille de 400 ou 500 livres dans la pièce dont personne ne parle, la vraie puissance militaire actuelle et future de la région. Combien de temps la Turquie restera-t-elle à l'écart
avant de finalement dire que trop, c'est trop. Toute cette idée de blocus n'a aucun sens. Même le blocus de Cuba, avec 180 navires de surface, comprenait aussi des sous-marins et beaucoup d'avions. 8 porte-avions y étaient impliqués, 4 porte-avions standards et 4 chasseurs de sous-marins. Cuba était juste à côté du territoire continental des États-Unis. Les Caraïbes étaient effectivement une flaque d'eau contrôlée par l'Amérique. Les États-Unis ne contrôlent pas tout l'espace océanique concerné ici. Ils ne contrôlent pas la mer Rouge. Ils ne contrôlent pas actuellement le golfe Persique. Ils ne contrôlent pas la Caspienne. Ils ne peuvent être même pas prétendre contrôler la Méditerranée orientale. Et ils n'ont pas les navires pour le faire. Les gens ne comprennent pas non plus la mécanique d'un blocus. Il faut envoyer un navire vers un autre navire. Il faut l'arrêter, l'inspecter et monter à bord. Ensuite, il faut en prendre possession selon ce qui est trouvé et selon la décision prise. Il y a toutes sortes de problèmes juridiques et opérationnels avec cela. C'est même pas une option juridique intelligente pour les États-Unis à l'heure actuelle. Ce n'est pas réaliste sur le plan des ressources. C'est un autre cas de surenchère. L'Amérique a déjà trop souvent dépassé ses limites. Et ce serait encore une autre surenchère. Pour le dire franchement, c'est absolument fou. Dire que c'est simple ne rend pas la géographie plus petite, même si cela peut raccourcir le briefing. Un blocus pourrait être une possibilité si la cible était une île, mais l'Iran a des frontières terrestres, d'excellentes relations avec ses voisins, des liens avec les nouvelles routes de la soie, des chemins de fer et de multiples options. Sa taille est aussi souvent oubliée. L'Iran fait environ 4 fois la taille de l'Irak. C'est un très grand pays. Au 6 mai, l'Iran peut être en réalité dans une position plus forte qu'il ne l'était le 27 février. Cette guerre peut être permis à l'Iran d'émerger comme une nouvelle puissance mondiale dans le nouvel ordre géopolitique. Du point de vue d'une grande partie du monde, l'Iran est maintenant remonté sur la scène comme une grande puissance, ce qu'il n'avait pas fait depuis quelques centaines d'années. Il restera dans cette position pendant un certain temps parce que il a remporté une victoire, non pas en attaquant les États-Unis, mais en se défendant contre les États-Unis et en démontrant qu'il ne peut pas être conquis. C'est une déclaration très importante. C'est quelque chose que Abraham Lincoln avait essayé de dire aux Américains. Avant Lincoln, Andrew Jackson avait dit quelque chose de semblable. Le seul vrai problème de l'Amérique, ce sont les autres Américains. Si les Américains décident de s'entretuer, ils peuvent détruire le pays. Mais aucune force extérieure ne peut facilement s'en prendre à l'Amérique. L'Amérique est trop grande. Personne ne peut débarquer facilement sur ses côtes et marcher à travers tout le pays. Il s'épuiserait et manquerait de force suffisante. Andrew Jackson avait raison. La même logique est largement vraie pour l'Iran aujourd'hui. Lorsque des gens parlent d'envahir l'Iran, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Regardez ce qu'il a fallu pour organiser le débarquement de Normandie. Les forces nécessaires, l'ampleur de l'opération et la distance parcourue ensuite, depuis les côtes nord et sud de la France jusqu'à la frontière tchèque. Si un mouvement de même ampleur était tenté en Iran, la force n'arriverait même pas à mi-chemin sur la longueur de l'État iranien. Elle finirait probablement quelque part au milieu d'un désert. Si l'entrée était tentée par le nord ou l'ouest, la force avancerait à travers un terrain qui ressemble aux montagnes rocheuses. Ce serait comme marcher jusqu'à Leadville, au Colorado, depuis Colorado Springs, un terrain difficile, de longue distance, des milliers de pieds de dénivelé, un soutien logistique difficile et d'innombrables endroits où les forces pourraient être coupées. Toute l'affaire est infaisable. Cette idée selon laquelle l'Iran ne peut pas être conquis est importante. Les Russes ont fait comprendre cela à Napoléon et ils avaient raison. Ils ont ensuite fait comprendre la même chose aux Allemands. Je pense que les Iraniens peuvent dire la même chose. Nous ne pouvons pas être conquis. Et cela mène directement aux armes nucléaires. L'utilisation d'une arme nucléaire est hors de question et heureusement le président Trump l'a dit très clairement lors d'une récente conférence de presse. C'était la bonne chose à dire. Mais une fois l'option nucléaire écartée, la vraie question devient celle de savoir quelle sortie viable existe pour les États-Unis dans cette catastrophe. La voie la plus simple serait d'admettre qu'une erreur a été commise, d'essayer de revenir à la situation précédente et de comprendre que l'Iran dispose maintenant d'une nouvelle autorité et d'une nouvelle position mondiale. Je ne sais pas si le président Trump est réceptif à ce genre de choses.
Au cours des 4 ou 5 dernières années, il est devenu beaucoup plus rigide dans sa pensée et dans son état d'esprit que l'homme dont je me souviens. Lorsque je lui ai parlé pour la dernière fois en 2020, il n'était pas aussi rigide, loin de là, il était beaucoup plus ouvert. À ce moment-là, je l'aurais décrit comme singulièrement désintéressé à l'idée d'entraîner les États-Unis dans une autre guerre. Tout cela a changé maintenant. L'ancienne posture anti-guerre semble avoir été rangée quelque part entre les affiches de campagne et la prochaine réplique destinée aux applaudissements. Si je lui parlais, je dirais que la solution est très directe et très simple. Il devrait se présenter au podium à Washington DC, ou mieux encore, parler depuis le bureau ovale. Il devrait s'adresser directement au peuple américain, sans perdre de temps avec le corps de presse de Washington, qu'il déteste de toute façon. Il devrait faire l'annonce à 20H ou 21H, afin que tout le monde puisse la regarder. Il devrait dire qu'il a examiné tout ce qui a été entrepris contre l'Iran jusqu'à maintenant. Il devrait reconnaître que d'énormes dégâts ont été causés et que ces dégâts ne seront pas réparés rapidement. Mais il devrait aussi dire clairement que ce qui a été fait ne permettra pas d'atteindre les objectifs ultimes. Par conséquent, il a décidé de suspendre toutes les opérations militaires supplémentaires. Les raisons seraient simples. Premièrement, les États-Unis n'obtiendront pas ce qu'ils veulent par la puissance militaire. C'est clair. Deuxièmement, ce qui a été fait a nui à l'économie mondiale. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Et cela ne devrait pas continuer. Le monde a besoin d'avoir accès à tout ce qui se trouve dans le golfe Persique. Engrais, nourriture, matières premières, carburant, tout. La guerre doit prendre fin immédiatement parce que des amis des États-Unis ont été blessés. L'Inde, le Japon, Taïwan, même la Chine, la Corée, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande. Les États-Unis ne devraient pas vouloir nuire à ces pays, ils ne devraient pas vouloir nuire à leurs amis et alliés européens. Le président devrait donc mettre immédiatement fin à la campagne, ordonner au commandement central des États-Unis, le CENTCOM, de désengager les forces américaines et partir. Il devrait exhorter les Iraniens à ouvrir le détroit afin que tout le monde puisse y avoir accès. Il devrait dire qu'il parlera avec des amis proches et demandera de l'aide pour trouver une voie avec l'Iran qui n'inclut pas de conflit militaire direct. Les différends doivent être résolus autrement. Il devrait reconnaître les regrets pour les dommages causés jusqu'à maintenant et affirmer que la meilleure façon d'y répondre est d'y mettre fin. Je pense que cela fonctionnerait parce que la plupart des Américains le recevraient positivement. Cela ne passerait pas bien auprès des héros de combat comme Lindsey Graham et d'autres, qui appelleraient cela une reddition complète. Mais ce ne serait pas une reddition. Ce serait une manière directe et honnête de faire face aux faits. Malheureusement, c'est pas quelque chose que le président Trump semble porter à faire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.